Salut, alors aujourd'hui on fait la vidéo sur les questions pour les 5000 abonnés et avant de commencer à répondre, merci en tout cas, c'est vraiment cool, j'ai commencé à faire ça il y a un an en me disant que j'avais simplement envie de partager un petit peu ce que j'aimais faire tout simplement et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça fonctionne dans une certaine mesure, donc voilà, merci à tous. Donc du coup je vais répondre à un max de questions et pour commencer on va prendre un peu les choses de façon personnelle, ça fera un petit peu office de présentation du coup. Donc Kerberos me demande quel est ton parcours artistique, comment continues-tu ton apprentissage, quelles sont tes inspirations? C'est un vaste sujet. Moi mon parcours artistique c'est un parcours très empirique en fait, hein. J'ai aucune formation académique. J'ai commencé à dessiner quand j'étais tout petit. Dès que j'ai pu, en fait, j'ai chopé un crayon, j'ai commencé à griffonner. Et finalement, j'ai passé le plus clair de mon temps à l'école à dessiner, à pas écouter les cours, à être le dernier de la classe, sauf en art plastique. Donc voilà, j'avais visiblement une petite attirance et peut-être même une petite facilité pour le dessin, mais c'était pas très beau, hein. C'était des dessins d'enfants. Simplement, je le faisais tout le temps. Donc forcément, en pratiquant, c'était plus une attirance et un amour pour ça plutôt qu'un talent où j'arrivais à faire des trucs particulièrement impressionnants. Jeune, c'était pas ça particulièrement. Ensuite, je vais faire un bond en avant. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à peindre. Je faisais des Warhammer beaucoup, donc c'est des genres de figurines et j'étais pas mauvais à ça. Des fois, j'étais payé pour le faire et tout. C'était vraiment une grosse passion pour moi de peindre ces petites figurines. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à devenir tatoueur. Et j'ai fait des tatouages jusqu'à maintenant et là je vais avoir 30 ans bientôt. Donc ça va faire une petite douzaine d'années que je fais des tatouages. Et c'est vrai que même si je suis pas allé à l'école, etc., je pourrais considérer ça comme partie de mon curriculum artistique, on va dire. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé le tatouage réalisme et donc du coup je me suis pas mal entraîné au rendu, aux valeurs, etc. Donc voilà, c'est sûr que ça m'a aidé quand j'ai commencé à faire de la peinture. Mais voilà, pareil, moi je me considère plus comme un artisan tatoueur que vraiment comme un artiste tatoueur. On recopie énormément, on utilise des calques aussi. Il n'y a pas forcément besoin de savoir vraiment dessiner. Pas toujours, en tout cas, bien sûr, certains tatoueurs bien meilleurs sont capables de le faire. Mais pour ma part, en tout cas, j'étais plutôt dans une optique parfois plus de reproduction plutôt que d'interprétation. Et c'est vrai que maintenant, je suis en train un petit peu de changer un petit peu tout ça au fur et à mesure que je grandis et que je change un petit peu les façons que j'ai de voir l'art. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que ça m'a bien aidé. C'est un bon travail, j'aime faire ça. Et puis, je pense que je vais pas arrêter de sitôt. Quand j'étais en Australie, il y a 8-9 ans, j'ai commencé la peinture pour le coup à plat, quoi, plus traditionnel. Et j'ai commencé avec de l'aquarelle, à faire simplement des camaïeux en marron, en couleur terre, etc. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Et ensuite, j'ai commencé à travailler plus l'huile il y a à peu près 5-6 ans, je pense. Et j'ai commencé à m'intensifier, c'est-à-dire à avoir un volume de travail beaucoup plus dense il y a à peu près 3 ans de ça. Et là, depuis que j'ai fait la chaîne YouTube, ça s'est encore plus accéléré parce que c'est vrai qu'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube, au-delà de pouvoir partager ma passion avec ceux que ça intéresse, c'était aussi de progresser moi-même en fait. Puisque forcément, quand tu te mets en spectacle, quand tu dois montrer ce que tu fais, etc., tu as une certaine pression, tu es obligé de te juger, les autres te jugent aussi. Donc voilà, il y avait aussi ce besoin de travailler un peu sous pression pour confronter un petit peu ce que je sais, ce que je pense savoir et ce qu'il faudrait savoir pour être l'artiste que j'aimerais être un jour. Et c'est sûr qu'en général, il y a un grand écart entre les deux, surtout quand on est encore jeune. Donc voilà. Alors du coup, comment est-ce que je continue à me former? Moi, je suis un gros addict de YouTube et c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur des chaînes comme Proco, Modern Day James, David Finch, Marco Bucci. Il y a plein de YouTubeurs qui sont très très compétents, plus sur des chaînes anglophones. Malheureusement, c'est vrai qu'en français, je trouve qu'il y a moins de choix. Et surtout, je diversifie les gens que je regarde. C'est-à-dire que moi, j'aime la peinture à l'huile, c'est ça que je fais, c'est ça que je veux faire, probablement pour le reste de ma vie. Mais je regarde pas trop de peintres à l'huile en fait. J'en regarde bien entendu, il y a toujours des gens intéressants partout, mais moi j'aime bien en fait regarder des points de vue artistiques qui sont différents, voire même des designers, des gens qui font des dessins industriels, des architectes, etc. Donc je prends des cours de dessin en ligne entre guillemets via YouTube, mais voilà, avec plein de pôles de gens différents et je trouve que c'est ça qui est vraiment enrichissant parce que c'est là où tu peux vraiment rassembler toutes les connaissances possibles dans le domaine qui t'intéresse naturellement et faire quelque chose de vraiment bien. J'étais aussi abonné à un site vraiment génial qui s'appelle New Master Academy qui coûte pas très cher, c'est $50 US par mois et en fait tu as vraiment accès à une quantité d'informations, c'est une mine d'or le truc. Donc à tous ceux qui parlent anglais, je le recommande, je connais pas d'équivalent français, mais effectivement un truc qui peut bien aider quand même, c'est de parler un petit peu anglais pour apprendre l'art, il y a beaucoup plus de choix. Après personnellement, pour rebondir un tout petit peu sur la question anglophone, francophone, moi là-bas je voulais faire une chaîne en anglais et finalement c'est vrai que déjà mes compétences en anglais sont un petit peu limitées, je suis pas parfaitement bilingue du tout et au final aussi il y avait tellement de choix en anglais, il y avait tellement d'excellentes chaînes YouTube dans tous les sujets que j'ai vraiment considéré que c'était absolument pas nécessaire de rajouter un mec qui raconte en fait les mêmes choses. Donc encore Kerberos et ensuite on passe aux autres. Quelles sont mes inspirations? Les inspirations ça change un petit peu avec le temps. Moi je suis un gros fan de paysagisme, j'aime beaucoup la Hudson River School. C'est une école, c'est pas une école dans son sens apprentissage et tout, c'est plutôt un groupement, un collectif on va dire plutôt d'artistes
américains. Et là, on est vraiment dans l'école de paysagisme romantique, tonaliste, etc. Ça, j'adore. Il y a aussi beaucoup de peintures européennes que j'aime beaucoup. Par exemple, le musée Rijks à Amsterdam, il est vraiment excellent. Il y a des paysages vraiment sublimes dessus. Tout ce qui est iconographie, peinture religieuse, etc. Je suis pas hyper fan. Pas tellement pour le message. À la limite, ça, je m'en fous. On peut faire une belle peinture avec n'importe quel message. Mais voilà, juste, ça me parle pas. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de grandeur dans la nature que dans les peintures de personnages, etc. Même les Caravages et tout, c'est pas des choses qui m'attirent beaucoup. Même si évidemment, hein, j'admire la performance, c'est incroyable. Il y a Roberto Ferri actuellement qui fait ce genre de choses aussi, c'est fou. Mais c'est vrai que même si moi je suis absolument admiratif de ce que ces gens-là sont capables de faire, ça me parle pas particulièrement, quoi. Je mettrais pas ça chez moi. Par contre, un beau paysage qui me transcende, qui me transporte, un truc immersif dans lequel j'ai l'impression d'avoir envie d'aller faire une balade, ça pour le coup, ça me fait ressentir des choses beaucoup plus vibrantes. Après, j'adore tous les univers d'illustration, de type un peu jeux vidéo, jeux de rôle et tout. Moi, je suis pas du tout dans les jeux, je joue tout simplement pas. Mais les illustrateurs qui bossent pour ces compagnies-là, en général, sont très compétents, connaissent beaucoup de choses et c'est pour moi aussi des grosses sources d'inspiration. Donc effectivement, ils jouent aussi beaucoup avec la perspective et tout. C'est moins conservateur, c'est moins classique, c'est moins traditionnel, mais au final, il y a aussi beaucoup de choses super là-dedans. Pierre Perrin me dit: je voulais savoir si tu avais des astuces ou techniques pour faire l'eau sur les rivières avec les reflets et j'aimerais connaître le matériel que tu utilises pour le plein air. Donc pour le matos que j'utilise en plein air, ça dépend, j'ai plusieurs chevalets de campagne, mais celui que je recommande c'est juste le chevalet à la française de base, le plus simple, juste quelques couleurs faciles. Le but de faire du plein air, c'est de faire de la prise de notes, c'est d'aller vite, c'est la spontanéité. Donc moi je recommande surtout un matériel qui est vraiment minimaliste, tu vois. Rouge, jaune, bleu, marron, blanc, paf, terminé, tu vas faire ton plein air. En général j'utilise du liquin, c'est vrai que c'est un médium que j'aime bien, c'est très pratique. Et par contre je recommanderais plutôt de peindre sur des planches de bois pour le plein air, parce que c'est vrai que la toile, en fait, selon le chevalet que tu as, si tu as la lumière qui passe de l'autre côté, ta toile elle va être en contre-jour, ça va être un problème, ça va laisser passer. Donc le bois pour le plein air c'est assez idéal. Après bien sûr les cartons toilés ça peut marcher aussi, si tu as une toile et que tu as quelque chose de l'autre côté ça va bloquer la lumière, etc. Et par rapport aux astuces et techniques pour peindre l'eau, le problème de l'eau c'est qu'en fait ça dépend énormément de ton environnement, donc c'est un petit peu comme les nuages et tout, il n'y a pas vraiment une façon de les dessiner ou de les peindre, parce qu'en fait il y a tellement de types de nuages différents, il y a tellement de types de réflexions d'eau différentes aussi, selon si elle est agitée, pas agitée, il peut y avoir beaucoup de réflexions ou alors pas du tout si tu es dans un rapide et où tu as de la brume blanche un peu partout qui débarque. Donc vraiment ça dépend, si l'eau elle a pas du tout de vaguelettes ça va être absolument comme un miroir, s'il y a du fond, pas de fond, en fait il n'y a pas vraiment de recette. Mais par contre ce qui est à faire, et c'est lié avec le truc de plein air, c'est justement partir en plein air avec quelques petits morceaux de bois, t'es pas obligé de faire des gros trucs, et puis t'entraîner à recopier un petit peu, à faire de la peinture au numéro entre guillemets. Donc là tu essaies d'avoir une approche directe. Tu peux aussi t'entraîner à faire l'inverse, c'est-à-dire une approche indirecte où tu vas faire une copie d'un certain endroit mais que en noir et blanc ou que avec quelque chose de marron ou un truc comme ça. Et petit à petit, de façon empirique, c'est comme tout, à force de pratiquer, le premier, le deuxième, le troisième, ça va être dur. Une fois que tu en auras fait 10 ou 20, ça y est, tu auras compris comment ça fonctionne dans des circonstances ou dans d'autres, selon la lumière, selon une autre lumière. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de recette unique pour faire la réflexion de l'eau. C'est un petit peu comme de quelle couleur est la peau, tu vois. C'est la fameuse question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse, parce que la peau peut être de toutes les couleurs possibles selon l'éclairage, selon plein de trucs en fait. Donc voilà, moi je pense que la meilleure façon pour savoir comment une chose doit être faite, au-delà de le comprendre, c'est aussi de le pratiquer beaucoup, donc répéter en fait, hein, comme quand tu fais tes gammes en musique, une fois que tu l'as fait une seule fois, il faut le répéter 1000 fois avant que ce soit vraiment utilisable en concert par exemple. Alors maintenant on va parler un peu des glacis, parce qu'effectivement j'ai l'impression que ça prête un peu à confusion cette histoire de glacis. De Carmen Larue qui me dit: salut les magnifiques, dadada, merci, j'aurais aimé laisser le ciel plus orageux, d'accord. Vous utilisez tout le temps des glacis mélangés avec la peinture pour faire votre style. Alors peut-être c'est une question de mots en fait, mais on m'a déjà demandé plusieurs fois: est-ce que tu achètes du glacis en tube ou ce genre de truc. En fait le glacis c'est pas un objet, c'est une technique. Tu peux pas acheter du glacis dans ton magasin d'art en fait. Il y a des médiums à glacis éventuellement avec lesquels tu vas faire un glacis, mais c'est pas du glacis. Le glacis c'est juste une couche de peinture transparente appliquée sur une couche de peinture sèche. C'est tout ce que c'est en fait, c'est juste une technique. Donc voilà, il n'existe pas de tube de glacis, par contre il existe du médium qui est transparent par nature, que tu mélanges à ton pigment de façon à pouvoir faire un glacis. Maintenant que ça c'est dit, est-ce que j'utilise tout le temps des glacis pour faire mon style? Ben oui, moi j'adore les glacis. Les peintures que je fais sans glacis, absolument zéro glacis, sont très rares. En général c'est les plein air. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'expérimente plusieurs approches, mais j'adore le résultat des glacis. C'est un petit peu difficile à contrôler avec le gras sur maigre et on peut parfois avoir des surprises avec le temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus risqué, on va dire, sur les 10, 20, 30 ans qui suivent la réalisation de la peinture qu'une seule couche de peinture, hein. C'est clair que ça va plus vite. Par contre, déjà pour travailler d'imagination, ça permet beaucoup d'options. Et puis en plus de ça, ça a quand même l'effet du rétroéclairage des glacis, ça a quand même une brillance, ça a quand même une patine et quelque chose qui est absolument unique. Tu peux pas refaire cet effet autrement.
Et en général, cet effet tout à fait particulier, tout à fait mystérieux des glacis, tu vas le voir au bout de quelques glacis. Un seul, ça ne va pas suffire en fait. Tu vas le voir en général au bout de 3, 4, 5 couches. Et petit à petit, en fait, tu vas voir qu'il va y avoir cette espèce de voile qui va se créer et tu vas perdre de plus en plus les coups de pinceau. Il va y avoir quelque chose de plus en plus immersif, de plus en plus mystérieux. Et là, pour moi, c'est là que tu vas voir vraiment la poésie de la peinture à l'huile. Et justement, il y a parfois un petit peu un dilemme entre l'approche extrêmement directe, qui est super classe, super agréable et tout. Quand tu arrives à faire une peinture d'un seul coup, c'est super. Mais en même temps, le problème de faire une peinture d'un seul coup, c'est que justement, tu ne peux pas faire de glacis, puisqu'un glacis va forcément modifier ton résultat. Et toi, tu ne veux pas modifier un résultat si tu as déjà fait ta peinture parfaitement, si les couleurs sont déjà placées, etc. Donc il y a aussi bien sûr une recherche de matière et de patine dans la question des glacis. Et donc c'est vrai que si tu as un processus qui introduit le glacis, ça veut dire que même si tu es capable de le faire, admettons, tu vas faire exprès de pas en fait faire la peinture finale avec les bonnes couleurs et tout dès le début pour pouvoir rajouter toutes ces informations avec les glacis après. Et petit à petit, couche par couche, comme ça, tu vas réussir à augmenter le rendu de ta peinture. Et effectivement, tous ceux qui ont essayé savent de quoi je parle et il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Hey, c'est Marc de l'édition qui vous parle. Bon, j'espère que vous trouvez cette vidéo sympa. Bon, c'est pas pour ça que je vous parle en fait. Il va commencer à y avoir le vent qui se lève un petit peu. Donc voilà, soyez cool, il va juste y avoir un petit peu de vent, mais ce que je dis reste compréhensible. Et puis désolé pour ceux que ça gêne vraiment. Alors, Marc Bergen me demande, c'est une très belle réalisation. Les glacis permettent justement de redresser ou d'améliorer les effets suivants, les goûts que l'on peut y apporter. Juste une petite question, quelle est la composition exacte de votre médium en quantité, liquin et essence de pétrole, je suppose? Merci pour la précision et quel plaisir de vous regarder à chacune de vos réalisations. Là. Merci Marc, c'est cool. Bah effectivement, juste pour être d'accord avec toi dans un premier temps, tu as raison, le glacis ça permet de rehausser certaines choses sans avoir à tout refaire. Et puis ça permet d'ajouter des ambiances et des couleurs très vives, etc. sans avoir à tout refaire auparavant, en plus de rajouter la patine super belle dont je viens de parler il y a 2 minutes. Maintenant, quelle est la composition exacte de mon médium? Ça dépend en fait. Moi, souvent, je change de médium. J'en ai plein des différents. J'ai de quoi faire des médiums complètement artisanales, donc que je fais moi-même. J'ai aussi des médiums déjà faits. J'ai des médiums gamblin, j'ai du liquin. Donc voilà, je ne suis pas fixé sur un seul médium. Ça dépend ce que j'ai envie de faire. Ça dépend aussi mon degré d'avancement dans la peinture. Et ça dépend aussi de combien de couches je pense devoir faire ensuite. Donc c'est une question un petit peu difficile. Mais en général, pour commencer, je vais partir avec 30% de médium et puis 70% d'essence. Et puis petit à petit, je vais en fait réduire ma quantité d'essence, mais très légèrement au fur et à mesure que je peins. Après, dans la mesure où tu peins avec peu d'épaisseur et que tu prends suffisamment de temps entre les couches, il n'y a pas tellement besoin de s'inquiéter avec ça. Il suffit de rajouter suffisamment d'essence histoire que ça jaunisse pas aussi selon les médiums que tu utilises. Mais effectivement, plus tu vas rajouter d'essence, plus ta couche de glacis elle va être insipide en fait, plus ça va assécher ta peinture. Donc moi j'ai tendance à essayer d'en mettre un peu le moins possible entre guillemets, même si selon les couches il faut en mettre quand même une certaine quantité. Donc il y a Andrea qui me demandait quand tu avais en autodidacte commencé à dessiner et à peindre. Merci pour ton travail et ton sens pédagogique. Cool, merci à toi. Quand j'ai commencé à dessiner et à peindre, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi j'ai commencé à dessiner vraiment très tôt. Et puis la peinture, c'est arrivé plus tard, de façon un peu moins instinctive. En fait, j'ai eu une grosse période de ma vie entre, où je continue d'ailleurs, mais je fais de la guitare aussi, comme vous avez pu remarquer avec les longs ongles que j'ai. Et c'est vrai que maintenant, pour moi, c'est plus la priorité de faire de la peinture et tout, parce que c'est difficile d'être bon partout. Donc j'essaye avec les années qui sont encore devant moi de faire quelque chose d'intéressant avec la peinture. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment une longue période où je me focalisais aussi beaucoup sur la guitare et tout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi relativement récent que je me suis mis à la peinture de façon plus sérieuse, parce que j'avais d'autres passions entre temps qui m'accaparaient pas mal aussi. Attends, Monsieur K qui dit petite question légère. Quelle musique tu écoutes pour t'inspirer à peindre? Ça dépend, et puis c'est vrai qu'au final, vu que je peins quand même beaucoup, j'écoute pas de la musique tout le temps. Souvent j'écoute des livres audio, j'aime bien en ce moment, j'écoute les bouquins audio d'Harry Potter, c'est vraiment super. J'ai écouté aussi les Game of Thrones. Je suis pas un grand lecteur, j'aime pas trop ça, mais par contre lire, entendre les bouquins, je trouve c'est super sympa. Puis ça permet aussi parfois de se cultiver sur des bouquins plus philosophiques. Puis après c'est vrai que quand tu peins c'est un processus lent, etc. T'as pas forcément besoin d'avoir tout ton esprit qui est dans la peinture d'une certaine façon. Donc ou j'écoute rien, ou alors j'écoute éventuellement des livres audio. Ou alors au niveau de la musique, j'écoute pas mal de trucs. J'aime bien tout ce qui est soft rock, soul, j'aime bien le blues, j'aime bien quand c'est un peu jazzy, pas trop freestyle mais un peu jazzy. J'aime bien aussi le métal. Il y a une époque où j'écoutais beaucoup de métal, j'en ai fait pas mal aussi. Donc certains types de métal un peu ambiant, un peu musique fantastique, Seigneur des Anneaux, etc. Un peu dark, ça me plaît pas mal. Les musiques un peu folkloriques aussi j'aime bien. Voilà, puis j'aime bien expérimenter, de temps en temps j'ai des phases, j'écoute un peu de hip-hop aussi, pas trop, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'aime bien IAM par exemple, c'était sympa ce qu'ils avaient fait il y a quelques années. Et puis voilà, 2-3 autres trucs, mais bon c'est plutôt varié, et puis pour moi c'est pas tellement important. Sil Mappé qui dit bonjour Marc, merci pour tes vidéos, elles sont au top. Ma question, quel support utilises-tu? Papier, bois, toile? Pour le papier spécial peinture à l'huile, as-tu des problèmes de gondolement? Comment y remédier? Je te remercie de ta réponse amicalement Sylvie.
Bah écoute Sylvie, moi je préfère peindre sur du bois ou alors sur une toile qui a été vraiment bien préparée. Donc pour préparer sa toile, c'est pas tellement compliqué, hein. Tu vas d'abord tu vas l'acheter, tu achètes du gesso, tu prends un pinceau. Moi, avant je le faisais au couteau, mais c'est avec le pinceau c'est pas mal aussi. Et puis tu passes du gesso, tu ponces, tu passes du gesso, tu ponces, etc. jusqu'à ce que ce soit super lisse. Ça peut prendre un certain temps, c'est un petit peu laborieux, il faut le préparer en avance, mais ça permet d'avoir quelque chose de vraiment très lisse. Ça coûte un peu cher aussi parce qu'en plus d'acheter la toile, maintenant il faut acheter le gesso. Ensuite par rapport au bois, qui est à mon avis le meilleur support possible, c'est encore un peu plus de préparation. L'avantage c'est que c'est hyper dur, que c'est hyper solide et que effectivement c'est durable dans le temps. Donc l'avantage du bois c'est que c'est vraiment très dur, très solide, c'est lisse aussi de nature, donc va falloir le préparer aussi. Éventuellement dans les façons de faire traditionnelles, il faut même encoller une toile par dessus. J'avoue que je suis jamais allé aussi loin dans le délire. Ça coûte aussi beaucoup moins cher que des toiles de lin, donc c'est pas très grave quand tu achètes une toile ou deux, mais quand tu peins beaucoup, vraiment beaucoup, et ben effectivement sur une année par exemple ça peut faire quelques milliers de dollars de différence finalement, donc c'est pas mal. Après pour le papier, je peins un peu sur du papier. Récemment j'avais fait quelques vidéos comme ça, je trouve que c'est très agréable le fait que ça glisse pas, en fait le papier absorbe la peinture et du coup effectivement ça a un toucher différent, donc ça enlève des options, ça en rajoute d'autres, c'est juste un autre support en fait. Et finalement c'est vrai que ça peut ouvrir des portes qui sont intéressantes et la texture est très agréable, le rendu du grain du papier qui est très fin aussi est très joli je trouve. Et tu me demandes si j'ai des problèmes de gondolement, alors non j'en ai pas avec la peinture à l'huile, par contre j'en ai quand je fais de la peinture acrylique sur du papier. D'ailleurs j'en fais pas puisque ça marche pas. Donc effectivement j'ai essayé déjà de faire de la peinture acrylique sur du papier à peinture et en fait voilà, l'eau rentre dedans j'imagine et puis ça finit par faire des formes n'importe comment, c'est très désagréable. Alors qu'en peinture à l'huile, non, de mon côté en tout cas ça reste plat. Après il n'est pas du tout impossible que si tu noies vraiment ta peinture dans l'essence fasse office de flotte et que du coup le papier gondole. Et moi quand je peins, même ma première couche en général il n'y a pas trop d'essence puisque je la fais au liquin. Donc voilà, après ça sèche très vite et tout, et c'est vrai que le liquin c'est un gel, donc à mon avis ça s'imprègne pas beaucoup. Je pense que ça dépend peut-être de la consistance de ta peinture au final. Donc une autre question liée au glacis, merci et bravo pour ce pas à pas, résultat bluffant, depuis le temps que nous avons envie d'essayer cette technique, je pensais ok. Alors, question, quel mélange fais-tu pour faire ton glacis? Aussi les glacis tout près du commerce sont-ils plus ou moins efficaces que ceux homemade? Bon voilà, pareil, là je vais me permettre juste la mini correction, j'imagine que tu le sais, c'est peut-être juste une façon de le dire en fait, mais il n'y a pas de glacis que tu achètes dans le commerce. Tu as des médiums à glacis avec lesquels tu n'es même pas obligé de faire du glacis. Si tu mets un truc qui est opaque, c'est juste pas un glacis, même si tu as un médium à glacis. Donc un médium à glacis, en général, c'est un médium qui va comporter de la résine dedans, en général de la résine de copal ou de la résine d'amarre, ou les deux, ça dépend. Et en fait, c'est ça aussi, c'est la résine qui va durcir et qui va aussi créer cette espèce d'aspect marbré qu'on va pouvoir avoir sur les glacis, cet aspect un petit peu transparent, un peu comme des vitraux, etc. C'est aussi la résine qui va créer ça. Parce que la résine, selon lesquelles, hein, l'alkyd c'est une résine, ça n'a pas du tout ce type de capacité, mais la résine de copal ou la résine d'amarre et tout, la lumière va passer au travers d'une certaine façon et c'est vrai que ça rend les choses très belles. Donc après, pour la question de savoir si les médiums à glacis du commerce sont mieux que ceux faits à la main, je pense que ça dépend de ta capacité à faire tes propres glacis, donc je pense que ça dépend de ton niveau d'alchimiste entre guillemets. Moi je suis pas particulièrement un expert, j'aime expérimenter, j'ai fait des médiums à glacis très bien sur certaines recettes et j'en ai fait aussi des beaucoup moins bien sur d'autres qui n'ont pas forcément fonctionné. Mais c'est clair et net que les médiums à glacis du commerce fonctionnent du tonnerre. Moi j'ai peint avec du médium flamand à glacis très longtemps et ça marche très bien, c'est très beau, ça sèche vite, enfin vraiment ça répond. Le cahier des charges est complété si tu veux. Les gens qui font ça, c'est des pros, ils savent ce qu'ils font. Alors oui, on peut toujours chipoter sur la provenance du copal, qui n'est pas le meilleur copal au monde, etc. peut-être, mais au final, c'est quand même des chimistes qui sont payés pour faire ce genre de boulot. Donc avant que tu sois aussi balèze qu'eux, il va falloir bosser. Après, la question des médiums, et notamment des médiums à glacis dans la peinture à l'huile, c'est une question vaste. Il y a énormément de produits possibles, parce que finalement, chaque produit, chaque médium va avoir un rendu différent, et en fait, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu aimes bien ce rendu? Est-ce que tu n'aimes pas ce rendu? Tu peux vraiment aller du mat jusqu'au très brillant, en passant par des choses plus ou moins subtiles. Tu as des produits plus ou moins souples, tu as des produits plus ou moins nerveux, tu as des produits qui vont rendre ta peinture plus ou moins collante, etc. C'est vrai que c'est pas évident de savoir comment faire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la térébenthine de Venise. C'est un baume qui ressemble un peu à du miel, c'est extrêmement collant, ça sent très fort aussi. J'aime beaucoup la standoli, évidemment, c'est de l'huile polymérisée, ça c'est vraiment extrêmement efficace. Pour faire les glacis, c'est tout simplement magnifique. Résine de copal, évidemment, c'est un classique, mélangé avec de la résine d'amarre, comme ça tu as le mix entre la résine de copal dure et la résine d'amarre qui est plus souple. Après, il y a aussi tout simplement les recettes toutes bêtes, hein, essence de térébenthine et puis huile de lin. Moi, c'est vrai que j'ai jamais trop fait ce genre de truc parce que j'aime bien mettre beaucoup de couches de glacis et du coup, j'ai envie d'un truc qui sèche suffisamment vite et qui soit plus solide que ça. C'est vrai que l'huile de lin et l'essence de térébenthine, si tu as besoin d'effacer un glacis, de faire quelque chose comme ça dans le frais, tu risques de décaper la couche précédente et tout. Alors que sur du médium flamand avec le copal, etc., tu peux y aller, c'est vraiment très résistant. Tout ce qui est médium alkyd aussi,
Il y en a des très bons pour faire des glacis. Tu as tout à fait le droit de mélanger un peu d'alkyd dans ton médium pour le faire sécher plus vite. Et effectivement, tu vas aussi avoir une résistance qu'aucun médium traditionnel va avoir. Donc je te dis pas qu'il n'existe pas une exception qui confirme la règle, mais c'est vrai que le médium alkyd en général, il est extrêmement résistant. Allez, dernière question, Jean-Philippe Cos qui dit: bonjour Marc, quel médium faut-il pour vernir un tableau? Que me conseilles-tu comme médium pour la peinture à l'huile pour que ça sèche plus vite? Que me conseilles-tu pour nettoyer mes pinceaux? Quel produit? Pour nettoyer tes pinceaux, l'essence de pétrole ça marche bien. Je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui utilisent de l'huile directement. Il y a une huile particulière, Saphir, Safari, je sais pas exactement ce que c'est, vous le mettrez dans les commentaires. Mais effectivement, je pense que c'est pas mal ça. Je le fais pas moi-même, mais je vais le faire, je pense, quand j'aurai plus d'essence de pétrole. C'est vrai que l'essence de pétrole c'est vachement volatile et souvent elle est sans odeur, mais au final c'est quand même quelque chose de toxique et donc effectivement ça fait partie des produits pas cool, alors que l'huile elle n'est pas toxique, donc ça c'est assez sympa. Maintenant, ce que je peux te conseiller comme médium pour que ça sèche plus vite, comme je disais tout à l'heure, les médiums alkydes c'est vraiment ce qu'il va y avoir de plus rapide en matière de séchage. Après tu vas aussi avoir les médiums flamands très efficaces, les médiums vénitiens ça va très vite aussi. En fait en général les médiums qui sont composés dans le commerce c'est des médiums qui vont sécher beaucoup plus rapidement. Et dès que tu vas commencer à rajouter que de l'huile sans rien d'autre, c'est là où ça va commencer à prendre 50 plombs. Après, tu peux faire ton propre médium avec des cicatifs, etc. Comme on disait tout à l'heure, pourquoi pas, tu peux le faire, faire des expériences et tout, c'est toujours sympa. Mais moi, c'est vrai que j'aurais plutôt l'approche de prendre des médiums qui sont déjà faits. C'est des médiums du commerce qui sont bien ou probablement mieux que ce qu'on est capable de faire nous-mêmes à la maison. Ensuite, quel médium il faut pour vernir un tableau? Du vernis en fait. Du vernis, et effectivement, les médiums et les vernis, en fait, la frontière entre les deux est assez légère finalement, parce qu'en fait, il y a finalement que relativement peu de composés dans la peinture à l'huile. Tu as les essences, les huiles, les résines et les cicatifs. Après, c'est que les vernis actuels du commerce sèchent en général vraiment très vite. Il y a beaucoup de résine dedans. Ils sont en général très collants aussi. C'est des vernis particuliers. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'était 1400, 1500, 1600, enfin voilà, à l'époque un peu lointaine. C'était beaucoup plus des vernis gras qui faisaient à base d'huile cuite et tout. Donc en fait, tu passais une couche de vernis à la main parfois, même avec la paume de la main, ce genre de truc. Donc c'était beaucoup plus comme, peut-être pas du miel, mais quelque chose d'épais en tout cas. Et en fait, t'attendais pendant 15 plombes que ça sèche. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de poussière, ça veut dire qu'il faut que ce soit super bien exposé. C'est quand même beaucoup plus compliqué. L'avantage des médiums qui sèchent rapidement et des vernis qui sèchent rapidement, c'est ça, c'est vite fait. Et du coup, ça t'évite aussi tous les dommages collatéraux qui vont avec un séchage lent, notamment les odeurs, notamment la poussière, etc. Bon, voilà les amis, c'est tout. Merci pour vos questions. J'espère que ça vous aura éclairé. Et puis à la prochaine. Ciao.